Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinépheuse, un Cinépheuse plutôt en audio, puisque on a décidé de le faire en audio, pas vrai Philippe? Et oui, Romain, parce qu'en fait, on avait Parce la que flemme de Fabien monter avait la caméra, c'est pour ça. la caméra, ou non, on avait la flemme de monter le pied et tout ça. Puis vous n'êtes pas très intéressé par nos tronches au final, hein. C'est plutôt par nos belles voix et ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, on s'est juste dit que ça nous permettrait de parler plus longtemps et de pas se prendre la tête avec le visuel. Surtout qu'on voulait un peu revenir sur des grosses sorties ciné de ce début d'année, Bon, en sans fait, se il prendre vous la le dit tête. pas, mais c'est parce qu'il a un putain de furoncle sur le front, et c'est pour ça, ça le gavait de montrer sa tronche. J'ai mon herpès qui a Alors, recommencé. dis-moi le programme. Donc le programme, on va parler évidemment du Tarantino, donc de Inglourious non pas n'importe quoi, des 8 salopards, excusez-moi. Et donc ensuite on va parler de Creed, Des oui bastards. oui, des 8 bastards. Et en la fin on va parler de Joy. Donc ça va être 3 petits films, on va essayer un petit peu de revenir là-dessus, puisque c'est des films qui sont en ce moment en salle. Je pense que vous en avez entendu parler, mais bon, on sait jamais. Et du coup, on va dire un petit peu ce qu'on a pensé. On va commencer évidemment avec le Tarantino, puisque c'est un peu l'événement. Et puis voilà. Est-ce qu'il vous reste une petite place? On appelle ce type le bourreau. Quand il y a mort ou vif écrit sur la fiche, nous autres on tire dans le dos du haut de notre perchoir et on rapporte ton cadavre couché sur la selle. Mais si t'es arrêté par John Roos, le bourreau, tu te balances au bout d'une corde. Donc le Tarantino, voilà, les 8 salopards. Donc le nouveau film tant attendu de Tarantino. Un film qui a beaucoup été... On a beaucoup parlé de ce film, surtout par rapport au mode de sortie, de projection du film, puisque le film a été tourné en 70 mm dans un format très allongé, qui fait qu'il a posé beaucoup de soucis, notamment pour la projection. Alors en France, on n'a qu'une salle qui projette le film au Marignan en 70 mm. Et puis après, la pellicule elle va passer dans un autre cinéma. Exactement. En gros, il n'y a qu'une péloche qui Il tourne n'y en a qu'une France. péloge qui va tourner en France avec le 70 mm, sachant que le film, donc nous on l'a vu aussi en 70 mm, est un peu différent de la version DCP qui est sortie en salle, puisque le film en 70 mm, donc il y a un entracte, et donc il y a à peu près 8 minutes. 8 minutes de plus, donc avec l'entracte vous avez un film de 3 heures, enfin une séance de 3 heures, là vous avez un film de 2h45 dans les salles classiques, quoi. Alors, à savoir qu'on n'a pas vu le DCP, donc la copie numérique. On ne sait pas si c'est vraiment un changement de montage à un certain moment au niveau de l'entracte, ou si c'est carrément des petites scènes à rajouter, Oui, voilà. ou des petits plans rajoutés. Alors, effectivement, dans la version qu'on a, donc on a un tout petit spoiler, il y a une petite voix off au moment du retour de l'entracte. Et donc du coup, je pense pas qu'il y aura enfin, je sais pas comment ils vont gérer ça en fait. En tout cas, bon voilà. En tout cas, juste pour dire la version dans laquelle on l'a vu, on s'est dit, enfin du coup, comme on a la chance d'être pas loin de Paris, de se dire que voilà, on va essayer de le voir dans cette version que voulait Tarantino absolument. Bon, on va parler du film. Donc bon, l'histoire vous la connaissez, hein, 8 salopards. Hein, c'est vraiment une sorte de huis clos, hein, si on peut dire ça comme ça, qui se passe dans la neige. C'est un film de western. Kurt Russell, chasseur de primes, qui veut amener sa proie, donc sa prime, qui est une femme, Mrs. de Mergue, qui vaut 10 000 $, qui est un beau paquet d'argent. Donc on ne sait pas ce qu'elle a fait encore. Puis sur la route, il croise la route enneigée, il croise Samuel L. Jackson, qui aussi est un chasseur de primes avec plein de corps aussi avec lui, lui par contre il les livre morts. Et puis ils croisent encore le prochain shérif de la ville où ils vont en fait pour récupérer l'argent. Ils font une escale parce qu'il y a un blizzard qui va arriver, une escale qui va sûrement durer Donc là, ça fait jours. déjà 1 heure de film. Tu vois, déjà le dire. Ils font une escale et puis après ils arrivent donc du coup dans une auberge dans laquelle on se retrouve finalement avec plein de nouveaux personnages. Et apparemment tout le monde doute un peu de tout le monde, surtout qu'il y a un peu la parano qui s'installe, puisque cette femme en question elle a peut-être organisé quelque chose pour son évasion. Donc il se peut que dans ces 8 personnes, une ou plusieurs personnes
soit impliqué dans cette évasion. Et donc il y a la parano qui s'installe, tout le monde doute de tout le monde, et tout le monde a sa propre histoire, et après, il se passe ce qui doit se passer dans tout Quentin Tarantino qui se respecte. Oui, il y a on va dire une fin assez cathartique. Ouais. On va pas vous spoiler, hein, mais voilà, c'est le concept, hein, c'est juste le synopsis. Oui, de toute façon, on s'en doute. Hein. C'est un peu une version, on va dire, survitaminée, encore plus épurée de Reservoir Dogs, en fait. Et du coup, on pense aussi que est-ce que Reservoir Dogs c'était pas déjà une version épurée de The Thing, puisque c'est un peu la référence du film. Apparemment, déjà il a Morricone à la musique, mais bon, l'univers enneigé, le côté, il y a parmi nous une espèce il y a parmi nous un tueur, mais il faut trouver lequel c'est. Évidemment, Kurt Russell dans un des rôles principaux. Tout ça en fait quasiment un film qui tient plus du film d'horreur que du western en fait. Ouais, Surtout dans sa deuxième partie, qui est la partie dans la mercerie, quoi, dans l'auberge. Dans l'auberge. Il croise les genres, mais c'est vraiment très très subtil. C'est-à-dire qu'on a vraiment un film de western pour l'époque, mais tout le sujet en fait est complètement déviant et on n'a pas rien de ce qui est classique. Alors qu'on se dit, il va à chaque fois faire des scènes en rapport à tel ou tel film, et je trouve que c'est peut-être son film le moins geek. Tu vois, le moins référencié. Je suis assez d'accord, en fait, les références sont là, mais elles sont assez cachées. Oui. La grosse référence, c'est The Thing, mais bizarrement, c'est un film où on n'a pas vraiment le jeu de mise en scène, enfin le jeu de cinéphilie qu'on pouvait avoir avec lui d'habitude, où on reconnaissait telle musique parce qu'elle venait de tel endroit. Ok, on a Morricone, ok, on peut penser à The Thing, mais c'est tout. À partir de là, on a une espèce de nouveau développement, et à la limite, le mec qui va citer le plus, c'est lui-même, j'ai l'impression, dans ce film-là. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression d'un patchwork de tous ces films, puisque quasiment tous les acteurs, y compris d'autres acteurs qu'on verra après, qui sont pas les 8 salopards, en fait, ont déjà joué dans ces films à peu près. Donc du coup, c'est vraiment un mix assez intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a réuni tout le monde pour une espèce de grand festin démoniaque, quoi. Et c'est assez intéressant. Et en gros, moi, le film, il m'a assez... bon, j'ai beaucoup aimé le film, mais c'est un film un peu... Je trouvais assez clivant. En fait, j'ai eu la même sensation. Je me suis dit, c'est un peu le Jackie Brown de sa dernière période, en fait. Oui, je suis totalement d'accord. Dans le sens où Jackie Brown avait été... En fait, il faut savoir que Jackie Brown, maintenant, tout le monde l'adore, ce film. Mais à l'époque où il est sorti, il sort de Pulp Fiction. Tout le monde attend un peu le nouveau Pulp Fiction, ou qu'est-ce qu'il va faire après. Et il fait un film qui est un peu où il étire un peu son style pour vraiment en faire quelque chose de très long. Jackie Brown, un film très très long, où on peut entendre des dialogues qui est de 20 minutes. Enfin, il y a des 20 minutes sur parfois pas grand-chose, en fait. Et c'est un film d'ailleurs qui a été assez mal considéré à l'époque. Enfin, ça n'avait pas très bien marché. D'ailleurs, il a mis très longtemps avant de faire un autre film après. Et j'avais l'impression que celui-là était un peu dans le même style, dans le sens où t'as l'impression qu'il reprend un peu ce qu'il a fait, la scène d'Inglourious Basterds, de fameux chapitre qui se passe aussi, là aussi dans une auberge avec des traîtres, etc., des nazis qui sont avec eux, etc. Évidemment, Reservoir Dogs, j'ai l'impression qu'il étire cette idée du suspense. Il y a aussi d'ailleurs la scène de dîner avec DiCaprio dans Django. Enfin, il étire encore plus. Il s'est dit, je vais étirer sur quasiment un film entier le principe du suspense et du personnage caché dans un groupe. Enfin, peut-être pas sur un film entier, parce qu'il y a quand c'était même la diligence au début. Ouais, il y a quand même une grande partie. Parce qu'il faut vous dire que c'est pas un film qui speed les présentations de personnages. Chaque personnage est répété un bon paquet de fois, on sait très bien qui c'est, il prend son temps et il s'amuse en faisant des parties de ping-pong avec ses dialogues, encore plus que d'habitude, je trouve. Oui, non, mais il y a quelque chose. En fait, le film est vraiment divisé en deux parties. Pour moi, il y a la partie on parle, on cause, et il y a la partie on s'entretue, en fait. Et c'est vraiment quasiment divisé en deux parties. Ce qui fait que d'ailleurs, c'est très bizarre. Enfin, et l'entracte, en tout cas, quand nous on le voit avec l'entracte, marque vraiment un changement de cap du film, en fait. C'est-à-dire l'entrée de la violence. Ce qui est quelque chose qu'il faisait déjà avant, mais qui là est vraiment étiré vraiment à un point assez fort. Mais il y a même un moment dans le film, moi c'est vraiment le moment où ça m'a un peu agacé d'ailleurs. C'était on a un film, on arrive à vraiment une scène de fusillade assez clé où il y a vraiment des personnages où on ne sait pas ce qui va se passer. Et là on retourne un peu, il y a une espèce de retour en arrière. On se dit oh putain, on va se reprendre 20 minutes d'expo. Et ben ça c'est un retour en arrière qui est assez fréquent chez Tarantino, oui, qui est pas du tout perturbant. Mais là il avait tellement élevé la tension. Ah oui.
à ce niveau-là. Je Et pense le que suspense. Dans la version courte, du Que coup, je c'est me encore suis- plus Oui. perturbant. Ouais. Oui, parce que du coup, c'était plus du tout dans la même optique, quoi. Ouais. En tout cas, c'est un film que je trouve presque expérimental, d'une certaine manière. Ultra, comment dire, ultra violent, mais encore plus violent que d'habitude. C'est son film le plus violent, je pense. Son film le plus dur. C'est un film vraiment pas fun. Là. Je pense qu'il est en train de retirer, il a quasiment retiré tout le fun de son film. Enfin, il y a un peu de trucs drôles, il y a quelques vannes. Il y a quand même des dialogues. Oui, il y a des dialogues. Ouais. C'est des Oui, dialogues mais ils sont un tellement petit peu étirés qu'on sait même abusés. plus aussi au bout d'un moment. Ouais. C'est-à-dire que c'est des dialogues où il étire tellement quand même à un moment, toi, tu... Parce qu'il y a aussi c'est quand même cette idée assez claire que tu n'as pas un seul personnage à qui t'identifier. À la limite, au début, tu te dis, il y a peut-être tel perso qui va être intéressant, mais c'est le film qui l'indique, c'est les 8 salopards. C'est-à-dire qu'autant Reservoir Dogs, vous aviez Harvey Keitel au début, et puis après Tim Roth qui prenait le relais sur l'identification. Ce qui fait qu'on n'était jamais on s'identifiait à Michael Madsen, c'était un personnage secondaire finalement. Là, tous les personnages sont des salopards, même ceux dont on pense qu'ils finalement sont pas si mal. Donc, vous avez deux choix dans ce cas-là. Soit vous vous dites putain, mais comment je fais Et le problème, c'est que le cinéma marche par identification. Soit vous trouvez le moins pire, selon votre propre morale. C'est ça. Ouais. Soit vous subissez le truc, quoi. Enfin, c'est un peu ça le truc. Personnellement, moi j'étais très attaché au personnage de Kurt Russell parce que c'est le premier qu'on voit, du moins qui est exposé. Et enfin non, le premier qu'on voit c'est Samuel Jackson, mais Oui, le personnage de Kurt Russell a beaucoup plus de consistance à ce moment-là. C'est un peu le moteur à ce moment-là. Ouais. Et j'ai bien aimé les touchants, le coup de la lettre et tout ça. Tu sens que c'est un personnage un peu il semble pas du touchant, front, mais après il a des remarques. Oui. Voilà. En fait, de toute façon, le film aussi est un grand film sur Mais tu les jongles, problèmes de toi. racisme, etc. Oui, tu jongles d'un truc à l'autre, l'autre. tu jongles énormément. Alors, par contre, si vous aussi vous êtes comme Spike Lee et détestez quand vous entendez le mot nègre dans un film, là pensez qu'il y en a à peu près dans tous les dialogues. Oui, mais alors, justement, la différence de ces autres films où il utilisait d'une manière, en fait, c'était plus les gens qui se réappropriaient le truc, ou c'était presque par plaisir c'était du irrévérencieux. scénariste qui dit viens, je vais provoquer en mettant nègre partout Là, dès ça le va premier avec, film. ça va avec Là, en fait, l'époque. c'est très étrange, parce que c'est la première fois que ça va, même pas que ça va avec l'époque, parce que Django l'utilise beaucoup. C'est que là, le mot est vraiment utilisé la plupart du temps, et remarque Samuel Jackson ne l'utilise pas beaucoup. Il est Il utilisé... l'utilise pas du tout. Ouais, même, non, si d'ailleurs, il l'utilise une fois. Ah bon Euh, Ah, peut-être pour se foutre de la gueule quand il raconte une histoire. Non, même pas, je crois que justement, là, à ce moment-là, il dit pas ça, il parle Mais je crois qu'il dit pas nègre. Hein. Mais je sais plus s'il le dit, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le mot est vachement plus utilisé par les racistes dans le film. Bah ouais, Et du coup, c'est bizarre à quel point il a rétabli l'équilibre là-dedans par rapport à d'autres fois. Enfin, L'équilibre. Parfois, tu vois Jackson qui parle avec un mec qui l'appelle nègre. Mais Jackson continue les échanges quand même. Il est pas vexé. Oui, non, je sais, mais ce que je veux dire, oui, mais c'est pas du tout la même chose que quand il était utilisé dans le Django. Non, pas du tout. Mais là, c'est vraiment comme si c'était un mot normal. Oui, mais que ce mot. C'est-à-dire que là, dans le film, on a quand même que l'impact de ce mot définit les personnages, et notamment l'un des problèmes qui est le problème du racisme dans le film, où clairement on parle, il y a deux choses, je pense, dans le film très importantes. Il y a effectivement la question raciale. Bon, c'est là vraiment c'est quasiment c'est comme si le Nord et le Sud s'opposaient dans l'auberge. Mais en plus, il y a aussi le problème. En fait, j'ai même l'impression qu'à un moment donné, c'est ok, on s'aime, personne ne s'aime ici entre nous. Mais par contre, on est tous d'accord pour dire que la femme, c'est une grosse saloperie. Il y a un peu ça. Et c'est aussi un film très qui parle aussi de la misogynie. En fait, tous ont des têtes de Turcs et des... Ah oui. Et des... pour d'autres, c'est les Mexicains, pour d'autres, c'est les Noirs, pour d'autres, c'est les femmes. Par exemple, parce que tu dis Kurt Russell, mais en fait, Kurt Russell passe son temps à taper sur la femme. Et quand il la tape pas, j'ai remarqué ça aussi, j'y pensais après, quand il la tape pas, il l'infantilise, il la bichonne, il lui nettoie le visage. En gros, il la prend pour un enfant. Enfin, donc c'est vraiment la femme enfant. La femme, c'est une saloperie. Soit c'est une saloperie, soit c'est une enfant en fait. Enfin, il y a vraiment un truc très. Et c'est vrai c'est un personnage ultra misogyne, mais comme on n'a jamais vu ça en fait. Il ne parle jamais vraiment des femmes comme un sex appeal ou quoi que ce soit. Et tout le film, c'est comme ça. Hein. Ah oui, le personnage de. Mais même elle après se révèle être une odieuse personne quoi. Mais elle est odieuse. Mais elle est aussi dans une place de victime pendant un moment. En fait, ils sont tous victimes et bourreaux en même temps. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux personnages qui se font passer qui se disent bourreaux dans le film. Enfin, il y a le hangman. Enfin, il y a.
2 fois ils se disent, parce qu'il y en a un qui se prend, et tu comprends bien que chacun est le bourreau de l'autre en fait quasiment. Et c'est un film ultra misanthrope en fait, je trouve. C'est un film où tu as l'impression qu'il est en train de te dire, bah, voilà, l'Amérique c'est on s'entretue quoi. Et du coup c'est un film très presque théorique là-dessus. Moi c'est un film, alors on va pas trop parler du format très allongé. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le film en disant ouais, franchement pour un film où tu utilises le 70 mm et ce genre de format, c'est quand même dommage de faire un huis clos. Bah, au contraire. Moi justement je trouve qu'il y a beaucoup de plans où je me serais très bien passé, qui sont les plans de neige. Bon, à part le plan du début qui est magnifique avec la croix, etc. Et qui d'ailleurs définit très bien le film, c'est-à-dire un film biblique, quoi, avec l'enfer, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de plans enneigés où tu sens qu'il est là en train de se faire plaisir, des gens, putain, mais mec, je tourne en 70. Là, c'est son mode grand silence. Ouais, tu vois. voilà, donc là, la diligence, je vais la filmer du bout du cadre, du gauche à droite, quoi. Et ça dure 5 minutes. Il n'y a pas Et que là, ça. là, Les je me scènes dis, oh là, mec, là, où t'es pas obligé de me la mettre. ils plantent les piquets, tu sais. Oui. Où ils doivent revenir à chaque fois. Mais c'est super long. Mais après. Non, mais c'est beau, mais tu sens que là, il se dit, là, mon format, il faut que je le... Donc il le met en forme. Au-delà du format. Je pense que Tarantino, il est assez intelligent et cette idée de mise en scène, c'est je vais éprouver le spectateur autant que mes personnages sont éprouvés, pour qu'il soit dans la même condition quand il rentre dans l'auberge que mes personnages. Non, mais c'était pour dire que c'est faux quand les gens disent ouais, il exploite pas assez le 70 mm pour avoir un spectaculaire. Il le fait. Après, par contre, effectivement, il l'utilise de la même manière que des gens disaient qu'ils voulaient utiliser la 3D pour faire du cinéma d'auteur. Il utilise le 70 mm et le format surtout, scope très allongé, pour donner quelque chose de très expérimental, qui fait que en fait tout le temps, et ce qu'ils disaient qu'ils s'en étaient rendu compte d'ailleurs durant le tournage, qu'en fait on voit toujours les gens, parce qu'en fait ils expliquaient que durant le huis clos, en fait le format faisait qu'on voyait toujours les gens quelque part. Oui, alors tiens, c'est intéressant, parlons mise en scène, parce que ce film-là est une putain de leçon de mise en scène encore. Si tu vois, j'avais pas du tout aimé Django, parce que en termes de mise en scène, c'est clean, mais à partir du moment où Django devenait Django, je trouvais ça juste un peu répugnant et mal foutu, mal filmé. Là, il repart quand même dans un concept, et du coup, il doit établir une mise en scène conceptuelle. Et je peux vous assurer, les gens, que tous les raccords, du moins les plus visibles, sont vraiment bien faits. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein de groupes dans la pièce, et lui il switch d'un groupe à l'autre. Oui, mais tu vois toujours les autres au fond, parce que tu switches, t'as un groupe A et après tu switches au groupe B, mais tu vois le groupe A en fond qui continue la même action. La profondeur de champ est quand même assez ouf, qui fait que en fait tu vois toujours quelqu'un dans le cadre. Et ça c'est intéressant parce qu'effectivement en termes de mise en espace c'est assez génial. Bon alors petit parenthèse, j'adore Django, hein, donc c'est un de mes préférés. Mais je le dis quand même parce que sinon. Mais juste moi ça, je trouve que il y avait les limites où on se demandait qu'est-ce qu'il voulait faire là-dedans. Je prends un exemple, il y a une scène, donc je vois pas comment je fais pour pas en parler, mais il y a une scène. Attends, est-ce que tu vas spoiler? Faut non, pas spoiler. Je spoil pas. Spoil pas. Okay. Il y a une scène assez violente qui se passe. Un personnage, on va dire, meurt de manière très violente. Parce que ça, c'est pas un spoiler, hein, vous en avez tenté. Et en fait, c'est une sorte de cliffhanger, de climax entre deux personnages importants. Et en fait, tu te demandes pourquoi les gens ne réagissent pas. Parce que tu sais, dans n'importe quel film, en fait, t'aurais serré sur eux et à la limite tu t'occupes pas des autres personnages. Oui. Là le problème c'est que tu vois les mecs en train de se débattre par terre, en train de se foutre du sang partout, et il y a personne qui bouge, et les gens autour se regardent sans bouger. Et là je me suis dit, moi ça m'a fait penser à du théâtre en fait. Ça m'a fait penser à du théâtre d'avant-garde style Bertolt Brecht. Alors passage j'ai vu moi, enfin Bertolt Brecht c'est un grand personnage de théâtre allemand, voilà. Et notamment moi je me rappelle avoir vu un truc quand j'étais à l'école qui s'appelait Un homme est un homme. C'était genre 3 heures de pièces de théâtre sur avec du théâtre comme ça d'avant-garde, où c'était pareil quoi, c'est-à-dire que des personnages un mec, c'est très théâtral ça, c'est-à-dire qu'un mec s'avance sur scène ou deux personnages, ils ont une action et puis les autres bougent pas, ils les regardent, ils sont comme en forme de positionnement mais après, tu vois, vous savez très Sidney Lumet aussi d'ailleurs. Non mais oui, mais Sidney Lumet est un mec de théâtre, hein, ça revient même, c'est un metteur en scène de théâtre. Il y a une vraie connexion dans cette scène. Et lui dit qu'il veut le mettre en scène au théâtre. Hein. Ah ouais, mais ça pourrait être très bien. Mais c'est carrément. Enfin moi à ce moment-là, je me suis, on est l'impression, on est entre le théâtre et le cinéma à ce moment-là pour moi. Parce que moi ça m'a un peu sorti du film. Je me suis dit, un film classique normal ne fait pas ça, c'est pas possible. Alors pour les gens sont obligés de réaliser. Eh ben non. Bah, en gros, surtout cette scène. Non, pas si tu analyses bien. La position de toutes des autres personnages, alors pas la position physique, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont comparés à ces deux personnages-là? Ils n'ont pas à interférer, c'est pas possible, ils n'ont pas le droit, tu vois.
Donc il y a un vrai truc qui fait Ouais, que... je sais pas. Mais Moi aussi, ça m'a perturbé au début. c'est même... Pourquoi ils réagissent Oui, pas, mais c'est t'as au chelou. moins un gros plan d'un mec qui est surpris, Ah etc. non, Tu alors vois, y a par pas contre, ça, c'est par juste une question de mise en scène, parce qu'il s'est dit, si ils réagissent pas, on s'en fout, on va que sur Ça fait sur très la théâtre, ça séquence. fait... Oui. Bah, tu vois, moi j'imagine ça au théâtre très très bien, c'est-à-dire deux personnages tombent par terre, s'entretuent, et les 5 mecs autour les regardent en mode positionnement, genre c'est pas à mon tour de parler. Genre théâtre d'avant-garde classique que Et tu tu peux sais, avoir, je suis quasi que les sûr gens peuvent qu'il les connaître. a même tournés, les séquences, enfin Non, les plans. non, parce que Mais- pour avoir lu le scénario, c'était comme ça aussi. Non, je crois vraiment que son idée était que... On isole. Ouais. Hmm. Mais c'est vraiment pas du tout réaliste du coup, parce que c'est vraiment... C'est ton passage, c'est mon passage. Oui, c'est ça. Ça, vraiment, c'est un truc qui peut cliver les gens, parce que c'est un truc qui peut sortir les gens du film en se disant... Mais de quoi tu... Et puis on parlait aussi d'une scène de massacre aussi qui se passe à un moment donné, où vraiment on se dit, mais c'est pas possible que les mecs se positionnent comme ça chacun se positionne dans un endroit pour aller exécuter des gens, et on se dit, ouais, mais il y a... Enfin, ils avaient même pas à se positionner comme ça, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tous les tuer. Mais la position fait... En fait, c'est un film de position. Mais oui, mais c'est comme. Mais les huis clos sont des films de position. Je veux dire, 12 hommes en colère, c'est un film de Bien position. sûr. Mais voilà. tu sais, c'est con, mais c'est comme Jackie Brown, qui est un film très lent. C'était un film de position. Pulp Fiction aussi, parce que chaque scène est quand même vachement étirée, souvent fermée. C'est à chaque fois des positions de personnages, et je trouve qu'il a juste étiré son concept, quoi. Oui, mais c'est tout. en l'étirant, il le rend presque plus crédible, en fait. Enfin, plus crédible dans la forme de cinéma de base. Qui est que quand tu as 10 personnes dans une auberge de 3 mètres sur 3, qui est quand même... Faut imaginer, le décor est assez intéressant d'ailleurs, parce que j'aimerais bien voir la taille du décor en vrai. C'était normal. Et de voir à quel point, comment tu gères ça, quoi. C'est-à-dire que normalement, tu as 10 personnes dans une auberge de 2 mètres carrés, de 10 mètres sur 10 ou un truc comme ça. Si 2 mecs se mettent à s'entretuer avec du sang qui crache, tu t'imagines, tout le monde imagine de filmer des plans de réaction et de voir que les gens réagissent, tu vois. Ça, c'est très spécifique quand même. Et de toute façon, c'est très spécifique au film. Le film est vraiment à la limite pour moi d'expérimentation. Où Tarantino s'est dit où je peux aller, jusqu'où je peux aller avec les gens, jusqu'où je peux étirer le fil. Je crois qu'il s'en fout complètement, et que... Ouais, je sais pas, je pense qu'il est assez théorique. Il se fait quand même juste plaisir. Oui, il y a toujours chez Tarantino. Il y a toujours un truc autorisant chez Tarantino. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'il se fait plus plaisir qu'il réfléchit à son public. Mais vraiment, au-delà du fait qu'il il se dit pas, tiens, est-ce que ça va lasser mon public ou pas? Non, le public, je sais pas, mais je pense que c'est le film le plus théorique et le plus allégorique et le plus auteur finalement de... Ben si, parce qu'il est super épuré, et c'est pour ça que le film il est clivant, et que moi ça me fait marrer de voir les journalistes, enfin certains journalistes, certaines critiques rester bloqués là-dessus, parce que ils ont commencé à défendre Tarantino depuis 4-5 films en disant ah ouais, mais d'un coup il y a de l'émotion et tout. Ouais. Puis là ils arrivent devant ce truc là, c'est un peu comme... Au contraire, moi ça me fait plaisir. C'est un peu, alors je sais que même si plein de gens qui aiment pas ce film, mais c'est un peu comme quand Wendy Gray fait Only God Forgives après Drive, quoi. C'est d'ailleurs, les mecs, je pars, tu vois, vous croyez que je voulais faire ça? Non, mais moi je vais vous faire ça. Mais c'est pareil pour Jackie Brown. Oui, mais c'est pareil pour Jackie Brown, exactement. C'est la même chose. Jackie Brown, il allait carrément dans un cinéma de niche, et il en faisait quelque chose qui avait rien à voir au final. Donc il prenait la Blaxploit pour en faire un film d'auteur polar, il mélangeait un peu tout, mais rien n'allait dans... Il était inclassable, ce film. Et c'est intéressant parce que Les 8 salopards aussi est inclassable. Tu dis je vais voir un film de western, mais c'est pas vraiment ça. C'est en fait un film d'horreur, mais en fait c'est plus vraiment ça. C'est plus un film d'exploitation, mais en fait non. Et il switch tout le temps comme ça. Donc on peut plus. En fait, on arrive à un stade où Tarantino on peut plus le classer. On peut plus du tout classer son style, à part en étant comment dire, pas ludique, mais oui, comme tu disais tout à l'heure. Qui est pas de l'expérimentation, mais que ce soit des concepts de mise en scène, voilà, plutôt un cinéma conceptuel où à chaque fois il se remet en question. Et c'est pourquoi moi j'avais pas aimé Django, parce que je le trouve beaucoup moins bon dans une histoire classique. Dans une histoire classique, parce qu'en plus il la finissait mal pour ma part. Dans une histoire classique, The Inglourious Basterds, le truc c'était que c'était une histoire on va dire un petit peu plus classique que tous ces 3 premiers films. Mais comme il abordait son film avec une succession de sketchs, comme si c'était différents petits courts-métrages,
Du Ça, coup, c'est un truc ça marchait il bien. avait toujours fait, même avec Reservoir Dogs, t'avais les chapitres avec les noms. Non, je te parle pas des chapitres, hein, je te parle vraiment des petites scènes. Oui, des petites scènes, oui. Oui, mais bon, par exemple, dans Inglourious Basterds, ça a posé vraiment un problème dans le sens où. Enfin, moi, c'est celui où j'ai plus de gêne, c'est Inglourious Basterds, parce que je ne comprendrai jamais. Bon, là, je peux spoiler, parce qu'à la fin. Ouais, vas-y. Pourquoi vous avez quand même deux histoires qui jamais se croisent, en fait. bah, C'est-à-dire bien que sûr. tout se Bah, termine dans un cinéma, mais jamais le personnage de Brad Pitt ou un des membres de l'équipe de Brad Bah, Pitt justement. croise le personnage de Mélanie Laurent. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, j'ai l'impression d'avoir vu deux films en un, mais non, parce qu'il y a mais une sans, connexion, c'est le cinéma, c'est un petit peu sa métaphore ouais, sur, mais c'était un peu c'était un simple. sur la force et C'était l'impact d'un art. J'avais Quoi. l'impression que moi, il me manque une espèce de cohérence là-dedans, parce que le seul qui les connecte, c'est quand même Christopher Wells, qui à la base, au début du film, dit je vais te retrouver Shoshana, qui à un moment donné discute pour choper Shoshana, Ouais. et à la fin, il dit vous savez quoi, finalement, je vais aller dans l'autre film, qui est le film avec Brad Pitt, et je vais me vendre à eux. Moi, tu j'aime dis, bien. Hein. Mais du coup, pourquoi l'idée que tu as essayé de chercher Shoshana pendant tout le film, ça n'a aucun intérêt, puisqu'en fait, au final, tu y vas même pas. Et là, tu te dis, c'est bizarre. Enfin, moi c'est vraiment, Parce j'ai qu'il un a problème de une cohérence autre priorité, là-dedans, c'est scénaristiquement. Ce comme- qui est pas le cas des 8 salopards, qui est d'une cohérence Moi, il y avait- forte, même si je te dis qu'il y a des fois les mecs ne réagissent pas, c'est quand même un film très. Enfin, moi, le fait qu'ils réagissent pas, notamment sur cette séquence, je trouve ça normal. Je pense pas que moi je trouve ça anormal. Qu'on ne voit mais pas les intelligent. réactions. Toi, tu Mais voudrais voir au intéressant. moins les réactions. Non, c'est pas que je veux les voir. Je dis juste, là on est dans de l'avant-garde. On est dans un truc qui est plus du cinéma classique ou du cinéma de genre. On est dans un cinéma d'auteur. Hmm. Ah bah, Très précis. oui. Voilà, oui, c'est ça que je non. dis. Et ça me gêne Après, pas, je trouve ça intéressant. C'est quand Séparer même le seul auteur et mec genre, capable. C'est toujours un peu compliqué. Bah, dans ces cas-là. Oui, surtout dans le cas de Tarantino, mais surtout dans ce film-là qui est beaucoup plus intellectuel On que est ce qu'on peut encore croire. Quoi. dans un concept, en fait. Il est toujours dans le concept. Et, Mais moi, non, en fait, moi je trouve ça très intéressant. Mais c'est un film qui a mûri. C'est-à-dire que quand le film s'est terminé, j'ai soufflé, parce que ça faisait 3 heures que j'étais avec des saloperies comme ça, et que le film est quand même très violent. Je dois avoir un problème dans ma tête, mais ça me dérangeait pas, au contraire. Bah Et- écoute, Et vraiment, je m'identifiais bien au personnage. C'est-à-dire que j'aimais bien ses enflures. Non pas parce que je partageais leur morale, moi aussi j'ai des préférences. mais Mais pas le- j'aimais vraiment. Et j'aurais bien voulu 1 heure de plus en ayant un petit peu plus d'angle de vue. Être un petit peu plus à la place de Tim Ross. Être à la place de tel ou tel personnage. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ces persos. J'ai bien aimé ces textes. Et surtout le charisme de chaque personnage. Et tu te dis, mais le tournage, il a dû être compliqué pour, par exemple, le personnage de Tim Ross, tiens, qui est souvent en second plan. Ouais. Et le Qui mec, réagit pas des masses. c'est une superstar, il réagit pas des masses, il est en second plan, il est obligé d'être là dans tout le tournage parce qu'il est derrière, en fond. Donc, ça doit être quand même un Le tournage mieux, assez c'est quand même éprouvant. Michael Madsen qui a quand même pas fait un seul bon film depuis qu'il a tourné chez Tarantino quasiment. Bah, en fait, il a jamais fait de bons films À part les films de à Tarantino. part les ouais. films de Tarantino. Mais du coup, c'est très drôle de le. Enfin, il est très bien dans ce film. il est bien, ouais, il est bien. Et heureusement qu'il le reprend, quoi. Parce que non, mais c'est assez intéressant d'ailleurs. Qu'il Ah, mais je reprenne crois le qu'il mec c'est son pote, quoi. C'est vraiment. Mais tu sais que il lui, pourra il jamais le disait lâcher, qu'il était ce prêt à. Il voulait arrêter le cinéma récemment. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il joue que dans des nanars ou des trucs comme ça. C'est Ouais. c'est fou. Non, mais. Ouais, non, c'est un film très. Très étrange. Mais je trouve que c'est un film qui mûrait dans sa tête au fur et à mesure. D'une manière assez bonne. C'est-à-dire, on se dit, ce film-là, il est. Il veut dire il a quelque chose, ouais. d'original et de fort. Par contre, c'est un film vraiment très très fort. C'est dans son propos. Mais il y je aura un comprends vrai les mecs impact. qui me disent, moi c'est la limite de Tarantino. Mais moi, je comprends Période-là. pas. Bah, si, parce que c'est si, parce justement qu'il du pousse- Tarantino. oui, mais Ce film, pour moi, c'est une définition. Qu'est-ce que Tarantino? C'est les 8 salopards. non, mais oui, non, parce que oui, mais Et non, après, il y a non, des parce que digressions. c'est- Après, non, ça parce peut que je être suis de pas d'accord Reservoir parce qu'il y a un Dogs. truc qui manque, c'est l'émotion. Et Tarantino, il faut pas croire. Il y a un peu d'émotion à un moment donné, mais c'est quasiment une vanne. Il faut pas croire, mais Non. Tarantino. Non. Justement, cette émotion-là que tu parles, je trouve que justement, c'est le plus intéressant dans le film. Oui, c'est intéressant. C'est que tu Bon, on peut tu dire t'en c'est- doutes pas que ça vient de on ces. sent Non, qu'il- non, tu n'as rien. Oh, t'as rien. non, Mais d'accord. il y a vraiment Je suis un pas sûr qu'il passage. faut savoir de quoi. Un passage émotionnel dans le film entre deux personnages, même un petit peu plus. Même un groupe en fait. On sent Ouais. qu'il y a un groupe qui Et- a un peu plus de sentiments que l'autre. En fait. Et c'est pas celui qu'on croit. En et fait. c'est exactement, et c'est fou en fait que ça soit ça. Et ça, c'est une grosse vanne. En même temps que c'est une logique dans son scénario, parce que c'est quand même pas qu'un concept, son film, c'est un vrai scénario avec des vrais personnages qui ont chacun sa propre ambition.
Et tu vois ça, tu le retrouves où dans Pulp Fiction, à part avec la montre de Bruce Willis. Dans Reservoir Dog, bah, tu le retrouves avec la connexion entre Harvey Keitel et Tim Roth. Oui, bah, tu en as des fois un petit peu dans les films. C'est des petites alors, gouttes. pas que, bon, c'est pour moi, je pense que pour moi, le meilleur Tarantino, c'est peut-être les Kill Bill. On a tendance à oublier. Dans Kill Bill, tu l'as que à la fin, devant qui ouais, ça devant dure une demi-heure. Tu as une demi-heure. Enfin, non, t'as le deuxième film est quasiment que sur Bill, quoi. Sur 4 heures, tu as que à la fin où ils sont ça fait une heure. l'un en face de l'autre. Le mec, ça il lui fait un sandwich et tout. Ça fait au moins 40 minutes. Et non, c'est pareil, t'as la scène de mariage au début. Oui, mais c'est un flashback. Oui, mais d'accord, mais c'est quand même. Et puis, ça reste centré que sur une femme. Il y a ce côté très romantique chez Tarantino, que là, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais si, je trouve romantique ce film, mec. Pourquoi il est romantique? Bah justement, à cause de cette. Il y a certes une scène sexuelle, mais je ne l'ai pas trouvé très romantique. Personnellement. Non, mais je trouve que la connexion entre les personnes. En fait, c'est plutôt. Parce que je crois qu'il y a romance envers la loi. Dans certaines boîtes un peu bizarres, il y a des gens qui vont s'habiller en cow-boy. Non, arrête. C'est un peu une romance envers la loi et l'écart qu'il y a. C'est une partie de ping-pong un peu. Non, mais je sais pas. Je dis juste qu'il y a et c'est un peu enfin bon, mais c'est un très bon film. Non, mais en plus je dis ça, mais je trouve que c'est un film super intéressant. Il arrive quand même à faire qu'il y a 8 salopards, 8 enculés, hein, clairement, dans son film, enfermés, et il y a des connexions qui se créent, alors qu'ils se détestent tous. Si ça, c'est pas romantique. Mais c'est pas ça, enfin ouais, bon. Si, t'as une sorte de. Alors on peut dire que oui, il y a des sentiments, mais c'est plus de la haine que de l'amour, si tu veux. C'est pas grave. Mais non, il y a les deux. Il y a vraiment les deux qui. Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il n'oublie pas son côté romantique, c'est juste que le film ne s'y prête pas. Oui, voilà, le film ne s'y prête pas. Que ça, mais il y est quand même. Je pense que le film et la période qui veut parler, qui est un film très violent sur les propos raciaux en ce moment dans l'actualité américaine, surtout. On sait les soucis qu'il a eu, les polémiques dans lesquelles il était. Je pense que ça ne lui a pas non plus donné cette optique. Peut-être qu'il était dans une optique vachement plus sombre qu'il ne l'était à l'époque de Django. Ah oui, non, mais bien sûr. Tu vois, je pense qu'à l'époque de Django, il faut se remettre que Django et Inglourious Basterds, on n'est pas dans la même époque. On est dans l'époque, regardez, les esclaves se vengent dans mon film. Les Juifs, les Français, les Américains se vengent d'Hitler. Je peux faire des films totalement anachroniques pour ça. Et là, il fait un film où il dit quasiment, il dit pas l'inverse, mais il dit, en fait, là, on est tous en train de s'entretuer. C'est pas pareil du tout. Comme idée. Donc du coup, évidemment, ça laisse peu de place aux sentiments, si tu veux. Mais c'est un film très intéressant. C'est vrai qu'il est intéressant d'attendre à oublier que Tarantino est un mec qui fait des films très politiques, en fait. Surtout sur les derniers, là. C'est assez... Oui, non, bien sûr, il a vraiment une... il commence à avoir un point de vue qui est quand même assez aiguisé. Et, mais tu vois, moi, ce film-là, je le vois, par exemple, étant ado, je pense que c'est exactement l'impact... générationnel qui peut créer que Pulp Fiction ou Reservoir Dog a créé. Il faudrait poser des questions aux jeunes qui ont kiffé notamment Inglourious Basterds ou Django, qu'est-ce que c'était vachement plus... Le seul truc qui pourra le desservir, c'est qu'il y a un peu moins de personnages et c'est surtout que c'est un petit peu plus conceptuel, c'est un peu moins fun. Exactement. Et moins fun, il y a moins de vannes, il y a moins de musique cool. En termes de musique, moi j'ai écouté l'album, t'as trois morceaux... de musique un peu différente, mais sinon on est dans un ton très Morricone. Alors, plus, Morricone mode film d'horreur. Voilà, exactement. C'est-à-dire que moi j'avais peur qu'il refasse du Bon, la Brute et le Truand. Non, il fait du. Et en fait, il prend plein d'autres. Du giallo, quoi. Ouais, il fait ce qu'il avait fait dans le giallo. Et même pire, parce que c'est même plus conceptuel. Et des fois, il va loin. Des fois, ça agresse même les oreilles. Enfin, c'est agressif. C'est intéressant, j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, je trouve ça très beau. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez marrant parce que l'album, c'est chaque album de Tarantino, quand ils font les albums de Tarantino, ils mettent les musiques et puis ils mettent les bouts de dialogue en fait entre chaque morceau. Ils essaient de recréer le film en fait dans ta tête. Et ça, ils font ça depuis Pulp Fiction ou tu vois, qui s'était vendu mais comme des petits pains la BO de Pulp Fiction. Mais le problème, c'est que là, ça semble limite totalement con en fait. Parce que tu regardes dessus, tu dis mais c'est pas fun du tout. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout en train de dire on va se taper une bonne BO. Le style de la musique. Oui, voilà, c'est-à-dire que d'un coup, la musique ne sert plus du tout de l'élément fun que servent d'habitude les films de Tarantino, qui sont une sorte de gros jukebox, qui t'éclate. Et là, tu n'as pas un gros jukebox qui t'éclate. Là, tu as plutôt une espèce de même sonorité un peu violente, même si tu vois par exemple la musique que fait. Il y a une scène musicale avec l'actrice, avec Jason Leigh qui est super bien, notamment. Il y a des trucs très... il y a des choses assez magnifiques là-dessus. Mais... Et tu vois, contrairement à Django, où c'était quand même très dur,
Mais Django, j'ai vraiment pas aimé ce film. C'est les insert songs, elles étaient vraiment bien agréables. Et même si anachronique, elle passait très bien. Il arrive à... Il y en a 2, hein. Il y en a Ouais, 2 sur 4 heures. Hein. Mais il arrive à 3, bien les si on mettre. compte dire- on Ouais, dit il y le en a crédit. 3. Il y en a... Crédit de fin. Non, il y en a 3. Ouais, mais quand elle chante, ça va. C'est pas un insert. Non, mais ça arrive d'un coup comme ça. Ouais, mais c'est dans le film. Oui, mais parce que c'est bien foutu. Mm. Désolé, mais le rap, j'étais pas contre sur Django, mais ça arrive... le mec est sur son vélo, sur son ce cheval. T'aurais Le pas bam, vu ça le arrive film, comme ça et c'est juste horrible parce que en plus la musique elle s'intègre pas bien avec le film et toute la bande son autour. Bon, à part Bon. de la légitimité du rap dans Django. Non, mais je te parle pas de la c'est un- légitimité du c'est un rap, je te film, parle comment elle a été S'il y foutue. a bien un film où il fallait mettre du rap. Enfin, bref. Le seul truc que j'aimerais revenir, c'est le seul truc que moi vraiment j'ai pas aimé dans les 8 salopards, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé au début, donc c'est tous ces dialogues qui les tirent, mais au bout de 3 heures, ça commence à être dur d'avoir un put the hell damn gun. Tu sais, il met une virgule entre chaque mot et ça c'est tout le monde qui parle comme ça et au bout d'un moment tu dis mais parlez normalement s'il vous plaît, au bout d'un moment j'y arrive plus, vous êtes vraiment dans du théâtre et je trouve que Ouais, mais c'est ça. Mais il tient son concept jusqu'au bout. Il va pas la lâcher à la fin. Hein. bah c'est sur le coup ça C'est là fait- aussi, c'est pour ça que je me dis qu'est-ce que la version donc les gens vont peut-être vu qu'il y a la version donc en DCP dans toutes les salles classiques sans entracte est peut-être un peu plus rythmé. rythmé Ouais, peut-être. parce que du coup Enfin, l'entracte Je coupe pense quand que même le jeu l'histoire. d'acteur reste comme ça. Moi, c'est à la fin quand il y a tout le déchaînement de violence et les mecs qui parlent toujours pareil. Ils sont pas plus en speed. Enfin, c'est très bizarre. Ils mettent 4h30 à mourir comme dans Reservoir Dogs aussi hein. Oui, c'est ça. Donc Mais, c'était 45 minutes pour que le mec crève. mais tu vois, hein, dans c'était- Reservoir Dog, même s'il y avait des bonnes punchlines, etc., il parlait normalement. Dans tous les films d'ailleurs. Là, on a l'impression que c'est Quentin Tarantino qui aime bien ces phrases. oui, mais c'est comme. Dis, vas-y, prends ton temps, mais ça, c'est le style de accentue Tarantino. bien. Quand tu vas voir un film de Tarantino, tu t'attends à voir des dialogues de Tarantino. Au Oui, final, mais là, c'est ça qui fait vraiment maintenant, quoi. encore Il y a pas de posé. c'est pas crédible. Tout le monde parle comme Tarantino dans les films de Tarantino. C'est. Bah, C'est ça, là, quoi. non, je trouve que là, c'est quand même exagéré. Ça dessert pas mal les acteurs vers la fin, je trouve, parce que ça lasse un peu. Mais bon, s'il faut, quand je vais le revoir, ça va pas du tout me gêner et je vais adorer ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est les acteurs qui disent vous avez vu, je suis dans un film de Tarantino. Ouais, je trouve Donc, qu'ils ont, ils ont le. Enfin, c'est la directive du mec. Hein. Ouais, je ça pense comme aussi, ça. hein, effectivement. Très bien. Bon, on va terminer sur Tarantino. Je pense En que tout pour cas, les gens qui l'ont pas vu, vous pouvez y Putain aller. de très bon film. Ouais, Allez le voir même en version DCP. Je pense que c'est si vous arrivez à l'avoir en version 70 mm, vraiment c'est une bonne expérience, très intéressante, surtout avec l'entracte, etc. Ça vaut le coup d'œil, mais après je pense que le film Franchement, fait très bien l'affaire sans en fait. Oui, ouais, et clairement, ne passez pas une demi-journée pour faire le voyage, pour aller le voir en 70 mm. Si j'ai envie de. Non, mais clairement, de mon point de vue, vu l'écran hein, qu'on a eu déjà, ça a réduit l'image parce qu'ils étaient obligés de zoomer pour voir toute l'image en entière dans sa largeur. Donc ça sera pareil dans les autres cinémas. Bah oui, je m'en doute aussi. Et du coup, je me suis dit que j'ai juste vu un film en péloche. Alors par contre, ça fait trop plaisir. Ça fait super plaisir de voir un film en péloche. Mais bon, 35-70 mm, j'avoue que j'ai pas vu la différence, hormis l'éclat des blancs. Tu sais, le sentiment qu'il y a qui m'a grave défoncé les yeux dans les 10 premières minutes. Mais sinon, j'ai rien vu qui m'a fait plus fantasmer que ça, quoi. Bon, passons à un autre film. Un autre film sorti qui sort là aujourd'hui, qui sort mercredi. De la boxe. Voilà. Donc film Creed, donc le retour, l'héritage de Rocky Balboa dans la traduction française. Alors ça c'est vraiment. Alors c'est vraiment pour dire les mecs qui a Rocky quoi. oui c'est ça. Mais alors du coup j'ai dit, je passais devant l'affiche avec ma copine et je lui dis regarde mais comment les distributeurs ils prennent les Français pour des connards. Creed et ils se sentent obligés de mettre l'héritage de Rocky Balboa. Parce que ils savent très bien qu'ils vont pas faire le lien. Après, on dit j'avoue que moi j'aurais pas fait le lien. Creed. Ouais. Et je fais effectivement, parce que nous on est cinéphiles et on est à fond là-dedans et effectivement peut-être que les gens. Le mec qui met Creed featuring Rocky Balboa, histoire vraiment avec la participation. Non, alors Creed, film qu'on a pu voir un peu en projo donc en avance, film donc qui marque donc le retour de la saga, mais d'une manière bizarre parce qu'on va dire que c'est une sorte de spin-off reboot de Rocky, de la saga Rocky, qui compte quand même 5 films. Stallone ne voulait plus faire de Rocky, notamment en réaliser ou en écrire, et Rocky Balboa était considéré comme le film qui terminait la saga. Et d'ailleurs, pour anecdote, à la base, il voulait tuer Rocky dans Rocky Balboa. Enfin, il voulait que la dernière scène, ça soit lui mort.
enfin dans la tombe, et il l'a pas fait. Tant mieux pour tant mieux pour les mecs qui font Creed d'ailleurs. Et donc du coup Bah, tant Creed, mieux pour son Golden Globe aussi. et donc le réalisateur de Creed, qui avant avait fait Fruitvale Station, c'est un réalisateur qui fantasmait cette idée de faire un spin-off donc sur le jeune Apollo Creed, voilà, Ryan Coogler, sur le sur le fils d'Apollo Creed, donc Apollo Creed qui était la grande némésis de Rocky durant les deux premiers films, et puis finalement son ami, et qui se faisait, donc spoiler, voilà, de toute façon si vous avez vu Creed vous allez comprendre, et qui se faisait tuer dans Rocky 4 par Dolph Lundgren, qui jouait le grand boxeur russe. Oui, par contre, si vous allez voir Creed, allez quand même Vaut mieux regarder avoir les vu les 5 4 premiers. Les 5 premiers. Voir les Ouais, non, même les Rocky 5 premiers, Balboa. oui, les 5, donc les 5. Non, les 6, du coup. Il y en a 6. Ah oui, pardon, oui, les 6, oui. Oui, T'as le oui, cinquième. j'ai oublié, oui, effectivement, j'ai oublié le Non, 5e. C'est quand même une saga qui est juste géniale, qui a beaucoup de codes des années où ils ont été En fait, faits. Rocky est une saga assez incroyable parce que c'est une saga qui, selon là où en est Stallone, Ouais. Non, et et son là époque, où on est, voilà, l'époque surtout. Hein. ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que vous avez les deux premiers films sont très intimistes, Oui, Rocky 1 et 2. limite auteur. Voilà, très auteur, d'ailleurs pas réalisé par Stallone, mais écrit par Stallone, qui avait eu un Oscar avec ce film. Bah, tu sais que Stallone s'était présenté comme ça en disant ce film, vous le faites, ça avait beaucoup plu aux producteurs, et il ne voulait pas Stallone en Oui, tant que. en fait, enfin lui, c'est lui qui dit ça, mais qu'apparemment, ils lui ont proposé un bon pactole, mais beaucoup d'argent pour vendre le scénario. Parce qu'il était scénariste, Ah, et mais il a du coup, dit il a non, réduit. je préfère Jouer. que le film jouer et le vendre pour moins cher, Ouais. parce que pour lui c'était un peu la dernière, c'était un peu le dernier truc qu'il pouvait faire, parce que sa carrière ne décollait pas en fait. Donc ça, et en fait donc Rocky 3 et Rocky 4, alors le Rocky 3 et Rocky 4 c'est les films, mais c'est les années 80, C'est les blockbusters. bienvenue les années 80, c'est les blockbusters. On arrive à Rocky super-héros, Stallone super-héros, on est dans C'est ça. l'apogée du personnage. De Rocky 3, c'est un film sur comment garder l'œil du tigre, c'est-à-dire comment garder l'envie de gagner, Ne pas même quand avoir on est la au sommet, grosse tête, en fait. quoi. Ouais, voilà, C'est ça. quand on est au sommet. Et donc le quatrième, là c'est C'est la guerre froide. c'est la guerre froide. Donc alors là on n'est plus du tout, là c'est un autre type de film, c'est Stallone qui réalise le 3 et le 4. Mais moi c'est des films que j'aime beaucoup, mais c'est des films qui sont très spécifiques, notamment le 4 qui est une espèce de gros délire 80s, qui est maintenant beaucoup aimé, mais avec une sorte de version rétro un peu. Oui, un c'est peu parce drôle. que t'as le recul qui est assez marrant, mais Ouais. à l'époque, je pense que c'était À quand même l'époque, super mal vu. à l'époque, il était mal vu, surtout par les Français notamment, qui ont vu un espèce de gros film capitaliste. C'est voilà. exactement ça. Euh, Le 5 qui réalise également. Alors le 5, c'est le retour, il veut revenir au côté entier, et il réalise pas d'ailleurs, c'est le réalisateur du premier film qui revient. Ah, c'était Oui. pas lui qui non, l'a non, réalisé. justement, il s'était dit, Ah, ok, autant on pour moi. revient vraiment au début. Et donc là, dans le 5, en fait, il devient entraîneur. Donc c'est un peu une version, un prototype de ce qu'il va faire dans Creed. Et l'idée, d'ailleurs, Oui. il perd tout son argent, donc il redevient pauvre. Enfin, il redevient middle class quoi, dans celui-là. Parce qu'ils se disent, non, mais Rocky, il faut qu'il soit pauvre, il faut pas qu'il soit riche comme dans le troisième. Donc en fait, il redevient normal. Et c'est l'idée, la tentative d'essayer de revenir. Et donc là, on parle de l'héritage. Est-ce que Rocky va entraîner quelqu'un qui va le succéder? Et là, Donc la son réponse fils. c'est non. Parce que c'est. Et oui, il y a le fils de Stallone qui joue aussi dedans. On revient au truc intimiste, mais c'était très raté quand même. Enfin, c'est C'est le plus mauvais. L'idée, je pense. c'est est-ce que le fils de Rocky a légitimement la place dans la boxe, tu vois. Et c'est exactement ça qu'on va voir avec avec Creed. Bon, Rocky Balboa, c'était censé être le terminus, quoi, le final, le film le plus nostalgique. Et Rocky Balboa, quand je suis allé le voir au cinéma, il m'a donné un frisson de fou, quoi. C'est un film totalement retourné pas un vers film l'arrière, mais c'est exceptionnel, mais c'est un il faut film savoir que là, à ce moment-là, d'une nostalgie forte. Stallone est mais au forte. plus bas de sa carrière, c'est-à-dire que sa carrière elle est considérée comme finie. Il a même galéré, je crois, pour produire Rocky Balboa. C'était un peu comme pour le premier film, c'était un peu la dernière chance pour se relever un peu sa On carrière. parlait d'un quoi. mec qui avait demandé à Besson d'être dans un Taxi 3, quoi. Oui, Donc, et qui devait tourner des films avec Besson, en fait. C'était censé être un bout d'essai pour d'autres films avec Besson, quoi. Donc quand il fait ça, il a un peu la dernière chance et il termine un peu sa saga, plutôt, sa quadrilogie, quoi. Et en gros, même plus. Donc on pensait que c'était terminé à ce moment-là. Et en fait, le Ryan Coogler fantasmait sur cette idée de spin-off, sur l'idée qu'il y ait un fils d'Apollo Creed qui se battrait et qui serait entraîné par Rocky Balboa. Il vient le voir avant qu'il ait tourné un film qui s'appelle Fruitvale Station. pas vu. En lui parlant de ça, c'est un film qui a été primé à Sundance, etc. Un film plutôt réaliste et tout. Et Stallone lui dit non, en fait. Enfin, il lui dit, j'étais surtout gêné par l'idée, on peut un peu spoiler le film. Non. Non, mais on le sait de toute façon, c'est dit plus ou moins que Rocky est malade. Il était très gêné par ça. C'était ça surtout qui l'emmerdait.
il disait je sais pas si j'ai envie de montrer ça en fait de Rocky. Ce qui est pas con d'ailleurs. C'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce qu'il voulait pas garder une image très en winner de fin de Rocky quoi. Et donc du coup il fait au début il a refusé et ensuite il a je crois que c'est après Fuel Station que Ryan Coogler est revenu vers lui et il s'est laissé convaincre quoi. Et ce qui est très intéressant avec Rocky, c'est avec Creed, c'est que ce n'est pas un film, alors que c'est un film quand même, les Rocky Balboa sont quand même les films les plus c'est vraiment, ça appartient à Stallone quoi. Il a réalisé 3 films sur 6, il a écrit quasiment tous les scénarios, il a joué dans tous, voilà. Et en fait il laisse les scénaristes faire ce qu'ils veulent quoi, et le réalisateur faire plus ou moins ce qu'il veut. Après, je pense qu'il a dans la un production, choix, il est en production, et effectivement, de toute manière, mais il écrit pas. Je pense que quand tu es les scénaristes et que tu as quand même Sylvester Stallone dans la prod, tu as toujours un droit de regard. Oui, non, mais il y a évidemment un droit de regard parce que c'est lui qui a dit oui ou non, si on le fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il laisse quand même des jeunes tenter autre chose. Alors, est-ce que tu as aimé ce film ? Alors moi, j'ai adoré le film, notamment parce que je trouve que c'est un film qui a quelque chose de frais pour la saga, quand même vraiment quelque chose de frais pour la saga Rocky, qui est vraiment un autre regard. C'est-à-dire, déjà en termes de mise en scène, la mise en scène est très différente des Rocky, qui est quand même beaucoup plus classique, beaucoup plus posée. Plus cut. Et effectivement, le réalisateur, il amène un truc plus moderne, vraiment une vision autre, mais en même temps, on se rend compte qu'il connaît très très bien. Moi, j'avais très peur du côté fan service qu'on a avec Star Wars, avec Jurassic World, etc. cette année. Oui, parce que c'était à chaque fois des reboots. Voilà, c'est des reboots avec des nouveaux personnages, mais avec quand même des acteurs. En fait, c'était des suites reboots peuplées de fanservice. Et là, c'est un peu la même chose. C'est une suite reboot, spin-off, si vous voulez. Avec un fanservice intéressant qui est de le fuir. Qui est qu'en fait, en fait, et c'est là où j'étais vraiment surpris, je me suis dit, les mecs, ils connaissent les persos, quoi. C'est-à-dire que là où il a une voie toute tracée où il peut faire un film en faisant que des références au premier et que des références à la saga Rocky, parce que tu vois, on imagine très bien le nouveau héros, donc le fils de Creed, donc Michael B. Jordan qui marche dans les escaliers comme Creed, qui a sa petite amie, qui doit convaincre, etc., l'histoire d'amour, en même temps que le combat, etc., qui doit se battre. Donc il aurait pu faire un truc très classique qui soit quasiment une sorte de remake du premier. Et le film est une sorte d'autre point de vue du premier film en fait. Notre époque. Et puis en plus, il continue l'histoire de Rocky italien, aussi. Là. L'histoire de Rocky. Ouais. Et ce qui est génial et que moi j'ai trouvé top, c'est que aussi ce qui est cool, c'est qu'il sait qui c'est Apollo Creed. C'est-à-dire qu'il s'est dit, c'est pas un Rocky noir quoi, le personnage. C'est pas un jeune Rocky comme Ray. On se dit bon bah c'est Luke Skywalker en femme. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et là on se dit non, c'est le fils d'Apollo Creed. Dans le sens où Apollo Creed, le personnage d'Apollo Creed a toujours été un showman en fait, jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à dans Rocky 4 où il se fait tuer, il se la pète tout le temps, etc. Il a eu une hargne et c'est une star, quoi. C'est une star à la base. Enfin, c'est vraiment, c'est la star, etc. Il fait son show, etc. C'est un mec très actif. C'est un peu, c'est pour ça que c'est la némésis de Rocky dans les premiers. C'est que c'est l'inverse d'un Rocky qui est modeste, qui se sent toujours petit, qui veut pas en faire des masses, alors que l'autre il veut montrer, quoi. C'est vraiment le show. Et c'est ce qui fait le Creed, le fils d'Apollo Creed. C'est-à-dire que il arrive, c'est Adonis Creed. Oui. Il arrive à... il a cette hargne. Il a ce caractère-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en étant entraîné par Rocky, il arrive à avoir un peu les deux côtés. C'est-à-dire c'est en même temps le fils de Creed, et on sent qu'il a le même caractère qui revient. Et en même temps, c'est... on sent qu'il a quand même il va établir une relation avec Rocky qui est assez belle et qui est assez intéressante, qui est une relation de fils spirituel en fait, qui est un peu le fils qu'il n'a pas eu. Ça c'est vraiment passionnant et je trouvais que ça marchait très bien. Alors moi le film il aurait été sans Rocky, je le trouvais assez cool parce que les 30 premières minutes du film les 10-20 premières minutes du film sont sans lui, mais la réelle est super. Oui, mais ce que j'allais dire, ça aurait été sympa. Mais la réal est quand même super cool. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu Fight Club au début, quand il se bat au Mexique et tout. Enfin, c'est très sympa. Alors la réal, c'est plein de petits... Dès le début, c'est plein de petits plans séquences. Un combat en plan séquence. Alors vous vous dites, normalement, un combat de boxe, surtout comment c'était vraiment filmé, on avait l'impression qu'on y était dans les Rocky. Et c'était un peu perturbant. On se disait, c'est avec les angles de caméra qu'ils ont réussi à montrer que c'est des coups portés. Voulaient toujours quand même mettre le point de vue des présentateurs. En fait, ouais. Mais dans celui-là, tu dis, mais comment il arrive à avoir ce niveau de réalisme dans les coups
alors qu'il a une caméra quand même libre en termes de... C'est un plan séquence et on tourne autour d'eux, quoi. Et il en fait beaucoup, hein. Il fait beaucoup de plans séquences, dont un qui est vraiment un combat en entier, un plan séquence, qui est la meilleure scène du film. Et ce qui est même incroyable, c'est ça la grande fraîcheur. C'est pas tant que ça soit un combat en entier, c'est qu'en plus, tu as tous les acteurs. C'est-à-dire que tu commences avec Stallone qui le motive, après il se bat, après tu le revois au deuxième round qui le motive, jusqu'à la fin, jusqu'à le voir avec sa copine, jusqu'à voir Stallone qui va voir l'autre adversaire. C'est super intéressant parce que je me dis, un truc con, mais par exemple, pareil, les grandes stars type Stallone, en France aussi hein, d'ailleurs, c'est connu qu'ils sont pas forcément fans des jeunes réals qui arrivent avec leur idée, putain mec, je vais te faire un plan séquence de 15 minutes, va falloir que tu apprennes ton texte, va falloir que tu te motives. Ça c'est vraiment, moi j'ai entendu, je pense ça en France, mais il y en a d'autres, hein. Il y a plein d'acteurs comme ça, des mecs qui en gros tu tournes des gros plans avec eux, tu chopes des mecs pour faire des enserrements et puis c'est tout quoi. Et notamment je crois que c'est Gérard Lanvin, je crois, comme ça. C'était JCVD où ça commençait comme ça justement. Oui. Un plan séquence, il était sûr que tu le feras un plan séquence, c'est dur quand même. et en fait c'est des mecs qui ont déjà commencé à vieillir et puis se sentent tellement comment dire, plus forts et plus importants que leurs réalisateurs, qui se sont saoulés par ce genre de truc. Et là je me dis c'est intéressant parce que Stallone il se met au service du film quoi. Mais il a vu l'intérêt de faire ça. Et c'est assez génial. Et d'ailleurs, il y a plusieurs plans séquences. C'est pas juste un grand acteur, une superstar, c'est un réalisateur important qui en chie tout le temps. Quand il a fait Expandable, il disait j'en ai chié. Non, mais il pourrait avoir un regard de haut en disant attendez, les mecs, là, c'est ma saga. Ce que vous faites, ça n'a jamais été fait dans ma saga. Je prends un autre exemple. Il y a l'exemple. Il y a un exemple aussi important où tu as Stallone qui apprend quelque chose Rocky qui apprend quelque chose de très fort. Et le mec te filme ça en plan séquence alors qu'il cache le secret. Cette scène, elle est magnifique quand il arrive sur le ring. Après, qui dit rien, il part dans les vestiaires et il te suit en plan séquence. Tu sais, des fois, tu as de la politique. Hein. Il se disait, tiens, je vais peut-être avoir l'Oscar ou le Golden Globe du second rôle. Voilà, oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'il a. Donc, peut-être que tout ça, c'est fait pour. Hein. Mais c'est mérité. Parce que derrière, il a un agent, derrière, il a tout est toujours extrêmement calculé. Mais c'est intéressant que des mecs aient écrit ça pour lui. Parce que je suis pas sûr que lui l'aurait écrit de manière intéressante. Je pense pas non plus qu'il aurait fait quelque chose aussi sensible. Donc le film est très sensible et très fort. Après, est-ce que on est touché parce que c'est Rocky et que ça fait 6 films, donc quasiment des années qu'on le voit, donc effectivement le voir dans ces conditions, tu te dis ouais, c'est magnifique quoi, parce que c'est toujours le même perso, ou est-ce que c'est l'acteur, la réal, etc. Je crois que c'est un mix des deux, mais en tout cas je pense que c'est, en tout cas j'ai pas du tout ce petit picotement dans les chines que j'ai quand je vois Han Solo, et que parfois quand je vois des trucs d'Han Solo je me dis est-ce que c'est justifié. Est-ce que c'est justifié? Oui. Alors je suis d'accord. Après j'aimerais bien revenir sur le type du film de boxe qui était un peu un sous-genre en fait. Et je pense qu'il y a aucun, enfin c'est très difficile de faire un mauvais film de boxe, techniquement parlant, j'entends. C'est vrai, même regarde le film qu'il avait fait avec De Niro, La Match Retour, est un bon petit film sympa, tu vois. C'est l'idée du sport toujours, le challenge, on le rate jamais ça. Alors maintenant, sans Rocky Balboa, ce film qu'est-ce qu'il vaut? Ça fait un peu un film d'auteur. Ça fait un film sympa, mais qui très sympa, très réaliste. Mais qui mériterait peut-être pas une suite ou un truc comme ça quoi. Voilà, exactement. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que ce personnage-là, joué par Michael B. Jordan, n'est pas... Il est intéressant, il est super intéressant, mais il n'est pas attachant. Je le trouve très charismatique cet acteur. Il est très bien. Je trouve que ça peut être un des nouveaux grands acteurs américains. Je suis d'accord. Il est très bon. Mais le personnage, j'entends, n'est pas... il est attachant, mais il n'est pas aussi symbolique que l'a été Stallone. Oui, ils essaient de le faire, mais c'est aussi parce que c'est notre époque aussi. C'est à cause du réalisme. En essayant d'être très réaliste, très proche de lui, on enlève l'aspect un peu super-héros, on enlève un petit peu... mais c'est un mix quand même. Moi, je trouve que le film, il est entre le réalisme et le... Parce que, c'est vrai qu'on rigolait en disant ça, mais c'est quand même un film qui vient de Rocky IV. Donc le film le plus taré et le plus réaliste de la saga, quoi. Et il arrive quand même à te faire un truc crédible avec le début de Rocky IV. C'est quand même... avec les prémices d'un truc de Rocky IV, c'est vrai. Ça, c'est quand même assez dingue, quoi. Parce qu'ils l'évoquent pas trop. S'ils avaient commencé à faire des flashbacks... Le film, en soi, tu regardes pas la saga, c'est pas grave. Parce que non, c'est pas grave, mais tu vois, en même temps, tu vois le manoir Creed, tu vois, t'as quand même des références, tu vois les photos, t'as des images d'Apollo Creed en train de se battre, et
t'as la scène de début où il est au Mexique en train de se battre. Je crois pas que ça soit vrai que des mecs qui ont envie de se battre, ils vont au Mexique entre des heures de boulot. Ça, c'est très comics. Enfin, ça, c'est très super-héros aussi. Donc, en fait, il essaye de faire un mélange. Mais effectivement, c'est des liens qui lui permettent de s'assurer une audience, une bonne audience, quoi. C'est-à-dire que moi, en fait, je pense juste, c'est ce que je disais, je pense pas que le milieu de la boxe soit assez... il est peut-être devenu un peu trop télévisuel, un peu trop... je sais pas. C'est pas aussi classe qu'avant, en fait. Du coup... Non, c'est pas aussi poisseux qu'avant, peut-être. Maintenant, c'est trop codifié par la télévision, par le show. Oui, c'est ce que je disais. Là, les adversaires sont pas si intéressants que ça, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est le film est quand même très ciblé sur Creed. Et en même temps, ça fait depuis... même Rocky Balboa, qui est un super film, mais qui n'a pas non plus un méchant, on va dire, un némésis fort. Ouais. Depuis Rocky 4, en fait, il n'y a plus vraiment d'adversaire fort de Rocky. C'est vrai. Et est-ce que c'est parce que les gens ils disaient, ouais, vous en faites trop, avec Barracuda, etc. Mais en même temps, c'était cool. Ils ont essayé dans ce film. Hein. Il a essayé d'exposer un personnage. Ils ont exposé, et c'est mieux. Je pense que, honnêtement, je trouve mieux que le méchant dans. Ouais, mais je passe à côté. Le boxeur dans Rocky Balboa. Il est bien, mais bon, clairement. J'ai l'impression que c'est plus un faire-valoir qu'un vrai méchant ou qu'un vrai ennemi, je veux dire. T'as pas vraiment peur de dire qu'ils vont s'affronter, quoi. Ouais. C'est ça aussi. T'as quand même moi, honnêtement, j'étais vraiment à fond à la fin. La scène de fight de fin, j'étais dedans. J'étais à fond dans le combat, il y a une tension et tout, c'est génial. Voilà, après, c'est juste. Si on te dit, ouais, on va faire un 2, super, génial. Mais gardez Rocky. Ouais, mais gardez Rocky, les gars. Parce que tout simplement, pour moi, si ça n'avait pas été un film Rocky, ils n'auraient pas fait du tout la même histoire. Et c'est ce qui aurait marché. Mais là, comme c'est une histoire qui est très semblable à Rocky, comme ça s'intègre vraiment dans Rocky, pour moi, c'est pas un spin-off, c'est vraiment un Rocky 7 maintenant. Moi, je suis pas trop d'accord, mais bon. Après, moi, je pense vraiment que c'est un Rocky 7, tu vois. Ah, ou alors c'est un Rocky 7 plus un spin-off, quoi. Enfin, il y a quand même 50% du film qui est pas sur Rocky, quoi. C'est pas grave. Regarde, Rocky 5, c'était beaucoup sur son fils aussi. Bon, c'était sur son fils, oui, c'est vrai. Mais c'est sur son fils, c'était aussi sur un mec qui essaye de le surpasser. Mais tu vois, Rocky, il a quand même un challenge dans ce film. Oui. Il est pas fini, il y a encore l'histoire des marches. Oui, mais c'est plus un boxeur. Il y a l'histoire des marches, tout, mais maintenant c'est la vie de Rocky, quoi. Oui, mais Rocky, c'est tellement un personnage qui est dans toutes les mœurs maintenant, qui est extrêmement populaire, connu, etc. C'est pas grave s'il boxe plus, on veut savoir ce qu'il devient après. Mais du coup, savoir comment il va faire caca, qu'est-ce qu'il mange le lundi, qu'est-ce qu'il mange le mardi. Oui, mais c'est carrément justifié, presque, qu'il en fasse Creed, du coup. On va vous raconter la suite de Rocky, mais par contre, c'est plus Rocky qui boxe, donc c'est plus Rocky Balboa. Ouais. Tu vois, c'est un personnage secondaire, on a envie de savoir ce qui se passe, mais on n'a pas forcément envie tu vois, ça serait bizarre de le faire revenir sur un ring, même si apparemment le deuxième, il y avait quand même des rumeurs comme quoi ils veulent faire un truc façon Le Parrain 2 en rajeunissant, que l'acteur d'Apollo Creed revienne quand même. Et ils veulent faire du Rocky, ils veulent faire Le Parrain 2 en fait, je crois. Dans Match, il faut pas que ça fasse non plus un truc bis là, mais dans Match Retour, moi j'étais assez impressionné parce que ça faisait longtemps qu'on le voyait plus, tu sais, torse nu. Je me disais, qu'est-ce qu'il a caché? Peut-être que tous les muscles qui sont tombés, j'en sais rien. Et en fait, à la fin du Match Retour avec De Niro, putain, le mec, il a je sais pas quel âge, et il est super classe encore. Il a plus de 60 ans. Ah oui, bien sûr. Non, mais alors attends, parce que. Oui, mais moi, je pense qu'ils veulent. Maintenant, du coup, on va pouvoir parler de Joy bientôt. Oui, parce que du coup, il y a les. Parce que, en fait, il y a le rajeunissement de Niro. C'est ça, je voulais pas le dire tout de suite, ouais. Et au début, qui est hallucinant d'ailleurs. Je trouvais que la tête de Niro rajeunit. Il a 69 ans. Ouais, mais tu vois, la scène. Il a 69 ans. Oui, mais comment ils ont fait pour le rajeunir dans les scènes de flashback de Joy est hallucinant. Surtout que. Donc, l'idée de Stallone de se rejouer jeune avec Creed. Et pas si conne. Enfin, genre, c'est peut-être possible. Non, mais mais ça sera pas son corps, ça sera le corps de quelqu'un d'autre, il y aura juste sa tête Dans Joy, c'est juste une petite scène. Enfin, je veux dire, la scène, elle dure pas plus d'1 minute, d'accord? Ouais, mais dans Ant-Man... Oui, ah ouais. Mais dans Ant-Man, je pense pas qu'on peut classer Ant-Man comme une référence parce qu'il y a trop d'argent derrière. Il y a trop d'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, ils font carrément un personnage. Quand tu vois sa tête. Ouais, mais c'est pareil Donc on parle de la scène où Michael Douglas arrive et il a genre 30 ans. Mais oui, au début du film, et t'es halluciné parce que c'est la même dans tête, Renaissance de Terminator là. Tu sais, non, c'est pas Renaissance. Non, c'est celui avec Bruce Wayne. Mince, comment il s'appelait? Avec Christian Bale. Oui. Ah oui, Terminator Renaissance, ouais.
Ça, c'est Renaissance. Dedans, tu vois un plan de Schwarzy qui est assez bluffant quand même. Ah oui, bon, ouais, non, et c'était un peu moins classe. Mais oui, c'est très plastifié, c'est normal. Mais ils le c'est font un aussi robot. dans le pourri, là, le dernier Angélique. Ils sont tous pourris, tu vas dire. Oui, c'est vrai. Mais du coup, en fait, tu as des possibilités dès que tu as de l'argent avec le numérique. Et ce qui m'a assez interpellé quand même dans le film de Russell, c'est... On va parler de Joy, de David ouais, Russell, là, le dernier film. on part sur Joy maintenant. C'est que la caméra du réalisateur, elle est en mode toujours, depuis The Fighter, on va dire documentaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un documentaire sur la vie d'une personne. Et faire du coup rajeunir quelqu'un numériquement avec une caméra qui bouge tout le temps, je me dis quoi, là ça doit être quand même taré. Ouais. Non mais alors Joy, juste pour là on peut raconter un peu l'histoire. Donc dernier film de David O. Russell qui sort, qui sera sûrement en liste pour les Oscars, comme d'habitude, etc. Le film sort toujours pour les Oscars. Cartonné Donc David O. Russell, c'est Golden Globe. C'est Les Rois du désert, mais depuis quelques temps c'est surtout Fighter, Happiness Therapy, oui. American Bluff et donc Joy. Voilà. Donc depuis Happiness Therapy, il prend toujours les mêmes acteurs. Sauf qu'il change les rôles principaux. Vous avez Christian Bale dedans. Oui, c'est vrai. Il change un peu les rôles, etc. Donc il y a souvent, comment il s'appelle là, Ryan, non, Bradley Cooper. Bien sûr Jennifer Lawrence, Robert De Niro qui revient toujours, etc. On sent qu'il se fait un parc d'acteurs, des potes. Et qui crée une espèce de série comme ça. Un peu. Ouais, une sorte d'art. Donc là, celui-là est vraiment sur Joy. Donc Joy est vraiment sur Jennifer Lawrence, qui va jouer un personnage sur une quarantaine d'années. Et qui est donc une biographie sur l'histoire de une fille une femme qui au foyer qui va inventer je sais pas comment une serpillière un balai serpillière où vous mouillez pas les doigts. Ouais, c'est ça. Et donc c'est l'idée on est vraiment dans le film de la réussite américaine, etc. C'est ça. La personne qui démarre de rien et qui va y arriver. L'angle étant différent, c'est qu'on est dans un film de David O. Russell, donc toujours avec une famille de cinglés psychotiques, psychotropes, je sais pas, des tarés. Des cassos, quoi. Voilà, des cas sociaux. Et mais qui s'aiment. Voilà, c'est toujours un mix. Alors que là, non, justement. Je trouvais que c'était la première fois où la famille était vraiment des pourritures, quoi. À part la grand-mère. C'est quand même tous des saloperies. Ouais, on arrive quand même dans de la blague au bout d'un moment. Hein. Oui, mais... On arrive limite carrément dans du Wes Anderson, là. Ouais. Bon, et donc, en tout cas, on suit ce personnage de Joy qui va, au fur et à mesure, se battre pour y arriver. Alors qu'en plus, et donc l'angle, c'est surtout que c'est une femme au foyer qui a perdu ses rêves, etc. Et c'est comment on se bat, etc. En plus, dans la famille Tenenbaum, il y avait De Niro. Il faisait à peu près le même jeu, Il y avait De Niro? Non, il n'y a pas de Niro. Si, c'était pas le père, c'était pas De Niro? Non, c'est pas De Niro. C'est Gene Hackman. Ah, c'était Gene Hackman, ouais, c'est effectivement à peu près le même délire. Non, parce que dans la famille, ils s'aiment bien, alors que là, quand même, oui, ils s'aiment bien. Un point de vue. D'habitude, en Happiness Therapy, où c'est aussi une famille de tarés, voilà, les familles sont quand même plutôt soudées, même s'ils sont un peu tarés, quoi. Ah, ils sont très soudés, ouais. Alors là, c'est l'inverse. Mais alors, ils sont soudés, mais là, ils sont dispatchés, mais par contre, ils doivent tous vivre ensemble. Ouais. C'est bizarre. Et au centre de tout, on a Joy qui est à peu près le seul personnage un peu un peu magique. C'est ça qui tient, en fait. Et surtout, oui, mais surtout qui a la tête sur les épaules. Oui. Donc le film est écrit comme un conte de fées, en fait, voire un conte de Noël. Je pense que c'est normal qu'il sorte à Noël aussi. Oui. C'est comme un conte de Noël. D'ailleurs, l'affiche du film, c'est la neige qui lui tombe dessus, etc. Et c'est un conte de Noël sur une fille qui va y arriver, mais dans un espace, une famille totalement qui la bloque. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, qui est un film qui est plutôt cool, mais le seul souci est vraiment d'être le 3e, 4e film de Bradley Cooper avec Jennifer Lawrence de David O. Russell avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, ouais, c'est comme ça. C'est que c'est un film qui parle vraiment de ce que c'est d'avoir des rêves et que parfois une famille peut te casser tes rêves, en fait. Comment ton entourage, en fait, c'est clair. Parfois est le pire ennemi, est ton pire ennemi, en fait, quand tu veux y arriver. C'est ceux qui te retardent, qui te bloquent, qui te fichent, qui te foutent en l'air. Et là, dans ce film-là, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce qui est le plus passionnant. C'est à quel point elle doit lutter pendant tout le film, alors qu'on sait très bien que c'est elle qui a raison, quoi. Et du coup, tu sens le poids absolument horrible de cette famille qui est vraiment infernale, quoi. T'as envie qu'elle pète un câble et qu'elle leur dise d'aller se faire foutre, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le truc le plus passionnant du film. Mais bon, le style de David Russell, je commence à le voir, quoi. Donc voilà, c'est toujours pareil, comme tu as dit, c'est de la caméra qui bouge tout le temps,
qui est super rythmé. Voilà. Toujours une vraie proximité, des personnages qui sont toujours à deux doigts de chialer parce qu'ils sont touchants et de te faire chialer. Non, c'est vrai que là, c'est bien, on a compris qu'il est très à l'aise avec ce style et il a réussi quand même à faire ce style avec des concepts tout le temps différents dans les quatre films. Hein. Il faut quand même être honnête. Dans American Bluff, il a quand même ce style-là alors qu'il a quand même C'est un film de braquage. un affranchi, un casino, enfin un film assez fort, important. Et il a carrément détruit ses personnages avec Christian Bale. En fait, d'ailleurs, depuis Fighter, je trouve que j'aime bien Christian Bale. C'est un acteur que j'ai jamais vraiment apprécié, parce qu'il a toujours fait du Bruce Wayne pour ma part. Et depuis The Fighter, purée, Christian Bale est génial. Ouais, je trouve très intéressant. Après, il a pas forcément les rôles. Je trouve juste. Il joue pas beaucoup d'ailleurs. Je trouve sublime dès qu'il est chez lui, j'adore. Puis maintenant d'ailleurs, je vais en parler après dans un petit coup de cœur, mais je l'aime bien maintenant. C'est parce qu'il s'éclate en fait. On sent qu'il s'éclate. Il est plus juste figé. Et c'est exactement ce qu'il faut à un acteur aussi métamorphe que lui, où il grossit, il maigrit, etc. Et du coup, American Bluff m'avait bluffé sur le coup. Et je me dis, putain, il avait quand même un scénario qui aurait pu être très bling-bling, très académique. Et en fait, il en fait carrément... il a une approche carrément documentaire. Et c'est génial. Alors, je suis d'accord avec toi, Joy revient sur un film un petit peu plus intimiste. Et toujours, il revient avec son approche documentaire. Tu dis, bon, c'est peut-être le dernier film qu'il faut faire comme ça. Ouais, il faut peut-être que tu trouves un autre truc derrière, ou que tu continues, mais que tu changes des acteurs. Ou les acteurs, ou alors les sujets. Pars sur de la SF. Oui, mais ça, c'est toujours en plus des trucs d'époque dans les États-Unis. Enfin, ça devient un peu redondant. Surtout que déjà, il est quand même dans l'ombre de Scorsese et de Cassavetes depuis le début. Donc, tu as envie de lui dire, bon, bah, tu vas jamais sortir de cette ombre. Si tu restes là-dedans, c'est mort. Hein. Tu n'y arriveras pas, surtout en prenant De Niro à chaque fois. Alors, ça, c'est pas possible. J'ai regardé les budgets de ce mec. Et depuis justement The Fighter, il fait quand même des films qui coûtent pas cher. Ouais. C'est-à-dire que ses acteurs ne coûtent pas cher, malgré que ce soit les grosses stars. Et il rentabilise ses films 4-5 fois. Hein. Oui, ça, c'est normal, c'est des films américains. C'est des petits films avec des acteurs réputés. Donc je pense que ce mec-là, les producteurs derrière lui, d'ailleurs je crois qu'il est même lui-même producteur, il fait le scénario, maintenant il est vraiment totalement libre. Il fait partie de ces réalisateurs qui est carrément réalisateur, auteur et totalement libre, qui n'a pas aucune main liée par un studio et qui peut faire exactement ce qu'il veut. Et si on lui demande de faire autre chose, peut-être que justement ça va brider son art. C'est assez marrant parce que c'est quand même David Russell à la base, c'est quand même un réalisateur très bizarre qui en fait est connu pour avoir des accès de colère absolument infernales. Genre il y a des rumeurs qu'il balançait des tables sur des actrices durant les castings ou les essais. Et qui à un moment donné c'est pour les éprouver, tu sais. Après Les Rois du désert a été dans un propre désert de carrière en fait. On pensait qu'il n'allait jamais revenir. Alors, Les Rois du désert, il a même eu un film qui n'est pas sorti et qui va peut-être sortir bientôt, qui a été tourné avec Jacques Gyllenhaal et tout et qui n'est pas sorti. Oui, j'ai vu ça. Alors, c'est vraiment, il a été dans un trou, mais non, il était tourné en partie et je crois qu'ils vont le refaire, je sais pas trop. Mais non, je crois pas. Je crois qu'il a plus rien à voir avec ça. Ah d'accord, ok. Mais il s'était fighté avec George Clooney ou pas? Oui, il lui avait mis un coup de boule, ouais. Ça. Et ça aussi. Mais bon, il était connu par des accès de colère. Et maintenant, quand tu le vois en train d'être dans les interviews, là, il y a les tables rondes avec Tarantino et tout. Il est ultra posé, il est super simple. Il dit non, mais là, c'est. Et c'est fou, quoi, parce que quand tu vois le côté ultra vénère qu'il avait au début de sa carrière, bon, c'est très intéressant. Mais du coup, tu dis, est-ce qu'il s'est pas non plus académisé un petit peu? Non, parce que du coup, en termes de mise en scène, il propose rien que ce que les autres font. Il est vraiment en marge. C'est un mec en marge qui fait vraiment du drame social, drame de genre. Il fait des drames vraiment, vraiment forts. Et là, on est dans du mélodrame qui marche très bien. Et je veux dire, c'est vraiment du catégorie A qu'il fait. Les acteurs, ils sont tout le temps juste, voire plus encore. Il a vraiment pas à rougir de ces 4 films-là. Par contre, voilà, et oui, moi maintenant, de ce talent, j'en demande quelque chose de plus pour les prochains films. Ouais, c'est ça. Ok, eh bien, voilà, c'est bon, on a fait les 3 films là. Oui, en fait, Joy, on a aimé. Hein. Oui, c'était sympa, c'était bien. Non, mais c'est bien, c'est juste que. C'est peut-être son moins bien des 4 parce que il arrive en 4e. Je sais pas, ou alors c'est ça, c'est le moins bien parce qu'il arrive en 4e. Il serait arrivé en premier, on aurait tous crié génie. Et tu vois, moi, ça me fait plaisir de voir De Niro dans un tel film parce qu'il fait plus son De Niro.
Ça l'oblige à faire autre chose que son petit vieux grincheux avec sa bonne femme, quoi. Là, il est vraiment dans un autre délire, et ça me fait plaisir vraiment de voir ce putain d'acteur arrêter d'être enfermé dans un style de jeu qui est complètement dérisoire. Voilà. Ok, bah alors on va faire des petits. On a décidé qu'on allait faire des petits coups de cœur, du coup, comme on est trois et que Fabien nous a lâchement abandonné. Voilà, Oui, on l'a dit ça, non? on a le temps et... je. Alors, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est une réflexion que je me suis faite hier en D'accord. fait. Oui, j'ai envie de discuter. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai. Donc, on est 2-3 jours après la mort de David Bowie. Donc, Putain. hommage et tout. Ah oui, c'est... D'ailleurs, il y a aussi David Bowie, il y a Angus Scrimm qui est mort récemment. Angus Scrimm, c'est l'acteur, le croque-mitaine de Fantasme, qui est mort, qui avait 89 ans. Et c'était alors, si vous avez jamais vu les Fantasmes, courez voir les Fantasmes. Et cet acteur était hallucinant, il avait une tête, un physique très étrange. Il est mort juste le jour d'avant David Bowie, donc forcément, ça on n'en parle pas beaucoup. C'est une année 2016 qui commence toujours. Commence très très fortement. Et donc voilà, donc ça j'ai juste parlé, juste vous un coup d'œil sur les fantasmes, mais surtout ouais, Bowie. Donc en ce moment tout le monde pense des choses sur Bowie, etc. Évidemment, c'est une grande figure culturelle. Et je suis tombé hier sur un truc très bizarre. C'était une plateforme qui proposait ça. Il proposait une série qui s'appelait The Hunger. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je me dis, mais The Hunger, c'est le nom de base des Prédateurs. Donc les Prédateurs, c'est le premier film de Tony Scott avec David Bowie et Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon. Très bon film, d'ailleurs, Tony Scott. Assez intéressant, très bon film. D'ailleurs, qui n'a rien à voir avec Tony Scott de ce qu'il fait après. Oui, il était encore en train de se chercher. Et en fait, il y a eu une série dans les années, je crois, 98, 99, 2000, qui est américano-canadienne, produite par les frères Scott, qui a repris le nom de la série, en fait, du film, qui s'appelle The Hunger, qui est une série à sketch, comme il y avait la série à sketch Freddy Krueger, qui était très mauvaise d'ailleurs. La série à sketch Friday aussi, Vendredi 13, il y a aussi une série à sketch. Il y a eu une série à sketch de tous les films d'horreur dans les années 90. Et c'était une série, The Hunger, où on parlait de films où c'était donc des épisodes séparés, etc. Et là, c'était toujours un peu par rapport au côté vampirique. Et donc, la série, il y a 2 saisons. Apparemment c'est moyen, mais apparemment il y a eu quand même un petit culte qui s'est fait autour de cette série. Je ne connaissais pas du tout, quoi. Avant hier, j'étais halluciné de connaître ça. Donc la première saison, elle est présentée parce qu'il y a un présentateur façon la 4e dimension, façon les contes de la crypte. Il y a un présentateur, c'est Terence Stamp. Et dans la 2e saison, en fait, le premier épisode, c'est David Bowie qui joue un personnage. Excellent. Et à la fin de l'épisode, il lui arrive un truc. Et ensuite, il devient le présentateur sur les 22 épisodes de la saison 2. Putain. Et c'est le monsieur présentation façon Ron Sterling de la série. Qui est une série très visuellement, du coup, accrochée aux prédateurs, au film The Hunger, en fait. D'accord. Mais par contre, il ne joue pas le rôle de The Hunger. Oui, j'imagine bien. Mais très très bizarre, c'est pas incroyable. Par contre, au niveau de la réal, donc le premier, moi j'ai regardé parce que c'était David Bowie, j'ai dit je vais regarder le premier épisode de la saison 1, de la saison 2. Je regarderai peut-être la série A si c'est vraiment bien, mais je suis pas très sûr, c'est pas non plus ouf. Je verrai la saison 1 après. Et en fait, donc le premier épisode est réalisé par Tony Scott, qui en fait est en train de te faire des expériences pour Man on Fire en fait, c'est-à-dire que le visuel est taré, c'est-à-dire que c'est que des mélanges de mix, etc. Donc c'est plus de la curiosité. Mais le mix, etc. Et il faut savoir que donc il a tourné. Il y a un autre, je crois que c'est son fils ou le fils de Ridley Scott qui a tourné d'autres épisodes. Et après, c'est Mulcahy, donc le mec d'Highlander, qui a réalisé 3-4 épisodes sur les 2 saisons. Tous présentés par David Bowie. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette série, je l'ai découvert hier. Ça dure 22-25 minutes un épisode. Ah, c'est cool. Honnêtement, ça n'a pas l'air ouf, mais je me dis, putain, c'était marrant de revoir ces 2 mecs qui sont du coup morts là en quelques années, David Bowie et Tony Scott, shooter une espèce d'épisode totalement délirant avec, mais je veux dire, il y a un plan à la seconde, c'est du domino, mais tu dis, ok, là, en fait, ça fait 10 ans qu'il essayait de faire qu'il testait ses délires avant de les balancer au cinoche, quoi. Donc c'est très bizarre, c'est pas ouf, mais en tout cas, si vous êtes curieux et vous aimez bien The Hunger, la série, jetez un coup d'œil. En plus, il y a David Bowie qui présente, c'est toujours sympa, quoi. Parlant de David Bowie, en parlant de découverte, du coup, il était chanteur. Oui, en fait, au-delà d'être mannequin, acteur, il était chanteur. Non, en fait, j'ai vu via le partage de Animeland sur Facebook que Neil Gaiman et Yoshitaka Amano, donc Neil Gaiman, celui qui a fait Stardust et Sandman, et Amano, celui qui a fait les visuels de Final Fantasy ou Vampire Hunter Day, avaient écrit une histoire
incluant David Bowie en protagoniste et sa femme. Et c'est très rapide à lire, vous pouvez voir ça sur internet, je te passerai le lien, tu le mettras sur la vidéo, en bas dans les notes, et c'est super cool, quoi, c'est agréable. Vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il y avait que ce mec-là, c'était une sorte de regroupeur de talents. Oui, il inspirait tellement de gens. C'est un mec qui inspirait beaucoup, ouais. Que tout le monde voulait un peu le remettre dans ses films. Attends, on a quand même un film avec Sakamoto Kitano, donc Goodbye Mr. Lawrence, où il jouait le premier rôle, qui était un film de guerre qui était juste magistral, le Predator, les Prédateurs. Oui, il jouait aussi le Predator. Il jouait le Predator dans c'est le deuxième jour de tournage après Van Damme. Et c'est pas juste une figure pop comme ça, c'est une star, mais dans le terme le plus noble qui soit. C'est que c'est vraiment une star humble et qui s'est toujours montré pour l'art. Et ce mec-là, moi, j'ai toujours un faible pour sa musique et ce qu'il représentait. Ça m'a vraiment attristé. J'ai appelé mon papa direct quand j'ai su ça le matin à 9h. Et puis on était triste. Mais oui, mais en tout cas, voilà, cette série n'est peut-être pas très bien, mais je pense que je vais me faire les 22 épisodes par curiosité, parce que je suis là en train de me dire, j'adorais David Bowie, mais j'adorais aussi Tony Scott, et là, même les épisodes par Mulcahy, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait n'importe quoi au Canada, apparemment. Je sais pas, il devait avoir des... C'était canadien ? C'est américano-canadien, ouais. Mais ça a l'air d'être très canadien. Hein. Ouais. Tout a l'air d'être tourné en 3 minutes au Canada. Franchement, c'est marrant d'ailleurs de voir David Bowie dans un truc ultra bis, parce que tu le vois en train de découper de la viande, en train de couper des têtes, enfin tu te dis mais c'est n'importe quoi. Mais c'est drôle du coup, et je pense qu'il a eu 5 jours de tournage, à mon avis, pour toute la série. Mais bon, mais c'est marrant, c'est toujours drôle de découvrir des trucs comme ça après. Voilà. Donc c'était quoi ton coup de cœur, dis-moi? Moi c'était The Big Short, donc qui est sorti d'ailleurs en 2015, l'année dernière. Je sais pas s'il est encore en salle, je crois un peu. Oui, encore en salle. Mais je crois que le film marche plutôt bien. En fait, c'était juste parce que le film qui se vendait un peu comme un Ocean Eleven sur les bandes annonces n'est pas du tout ça. C'est carrément vraiment un film sur la crise. Et vraiment en profondeur, c'est-à-dire qu'ils vont carrément vous expliquer cette crise de l'immobilier qu'il y a eu avec un constat extrêmement navrant. Et ça, quand je l'ai vu, au-delà d'être très complexe comme film, parce qu'ils utilisent plein de termes extrêmement techniques et ça va très très vite, c'est vraiment génial parce que ça vous perd et c'est fait pour. C'est vraiment un coup de cœur parce que les acteurs étaient très bons, notamment Christian Bale qui a un jeu très... à la limite de l'autisme, c'est vraiment très fort. Ils sont tous un peu comme ça d'ailleurs dedans. Il y a juste Brad Pitt qui fait un peu son Brad Pitt. Voilà, il n'est plus trop dans le risque. Et d'ailleurs, c'est Plan B qui produit ça. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui te rend tout petit, qui te dit mince. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent autour, qui régissent les lois humaines, l'univers humain, de la finance et tout. Et c'est un film qui a un rythme de dingue. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Ok, très bien. Mais ça vous met mal, hein. Franchement, moi ça m'a énervé contre ces putains d'hommes de Wall Street, de tout quoi. L'ignorance, l'idiotie. Enfin, c'est un film qui vous sensibilise pas mal. Enfin, moi qui m'a beaucoup touché. Voilà. Très bien. Et bon bah voilà, super. Bon bah voilà, c'était tout pour cette émission audio. En fait, c'est un peu une zone libre au final. Oui, c'était un peu une zone libre, mais sans vidéo, parce qu'on s'est dit voilà, on verra ce que ça donne. Hein. Dites-nous ce que vous avez pensé des films, notamment du Tarantino. Peut-être qu'on en reparlera avec Fabien quand il sera dispo. Et on verra aussi. On va se retrouver pour d'autres émissions. Je pense on va prévu des trucs sur des réalisateurs, etc. Donc ça va arriver. Vous inquiétez pas. On a pas mal d'idées. Donc voilà, vous allez voir, ça va être très cool. Et puis pour Backcast. Ça va être en attente. Enfin, il y a des choses. Ah non, de Bacchus, il y en a un qui va sortir là pour le film La Bête, Le Garçon et la Bête. Et j'attends les SFX du prochain bac anime. En fait, le bac anime est déjà monté depuis un bon mois. Et j'attends juste les SFX qu'ils arrivent parce que dedans il se passe un truc cool et j'aimerais bien ne pas le squeezer. Ok, bon bah très bien. Bon bah voilà, on se vous souhaite voilà, une bonne année. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, salut. Bon film.